Bonjour, professeur Pierre Cartier. Merci d'avoir accepté l'invitation de la filière Feuilles de Zère sur le thème de quand débuter une biothérapie dans les AGI systémiques, avec un focus particulier, je crois, sur les formes aussi avec atteinte pulmonaire. Merci pour cette introduction. Et donc, c'est avec plaisir que je vous parle de ce sujet. Je vais d'abord repositionner la maladie rapidement. Nous parlons des arthrites juvéniles idiopathiques et parmi ces formes, de la forme systémique ou maladie de style de l'enfant. Classiquement, on considère que ces enfants doivent avoir un début de la maladie avant 16 ans, une durée d'évolution d'au moins 6 semaines et une articulation avec de l'arthrite. Dans la forme systémique, on voit en plus qu'il y a les signes systémiques, donc la fièvre avec des pics fébriles caractéristiques, le rash, les myalgies, les arthralgies, parfois l'arthrite d'emblée, et parfois un certain nombre d'activations macrophagiques, un emballement du système immunitaire qui peut mettre en jeu le pronostic vital. En pratique, c'est vrai que c'est une forme sévère qu'on a envie de diagnostiquer et de traiter tôt. Donc, comme chez l'adulte, on travaille à des diagnostics présomptifs moins exigeants, dans lesquels on pourrait considérer le diagnostic après 2 semaines d'évolution et sans arthrite constituée. C'est une proposition en cours de validation qui ne l'est pas encore, mais qui se rapprocherait des critères adultes de maladie de style. L'important est qu'on a en arrière-pensée tous l'idée qu'il y a peut-être une fenêtre d'opportunité, qu'on pourrait peut-être, en traitant plus fort et plus efficacement ces patients dans les premières semaines de la maladie, éviter qu'elles ne se chronicisent et en tout cas améliorer leur pronostic à long terme. Actuellement, on a des données pour penser qu'effectivement traiter tôt et fort est favorable pour la plupart des patients pour éviter que l'arthrite ne se diffuse à plein d'articulations. On n'a pas prouvé que cela évitait la maladie chronique. À une phase plus tardive, la maladie devient plus complexe, moins auto-inflammatoire, plus auto-immune, et là, on n'a plus tout à fait les mêmes possibilités thérapeutiques simples par anti-L1 qu'on va le voir que la phase précoce de la maladie. Et les Allemands qui ont été pionniers et leaders dans l'approche treat to target dans cette maladie ont proposé un schéma selon lequel on voudrait en 1 semaine contrôler la fièvre et la CRP de façon notable. Pourquoi? Parce que le contrôle de la maladie systémique met le patient en meilleur confort et aussi hors de zone de risque d'activation macrophagique, donc de mise en jeu du pronostic vital. Au bout d'1 mois, on voit une amélioration notable de l'arthrite avec des scores comme le JADAS qui permettent de le documenter. Ou de 6 à 12 mois, une rémission complète sans corticoïdes. Donc un objectif ambitieux qu'on peut se fixer chez un patient vu à la stade précoce, mais qui n'est pas toujours évident lorsqu'on vu un patient après plusieurs années d'évolution. Alors, les traitements pour lesquels on a le plus d'expérience à la phase précoce sont les anti-L1, notamment l'anakinra, pour lesquels il y a des essais pilotes encourageants des Hollandais en particulier qui ont montré que, introduit très précocement, avant toute corticothérapie, dans les premières semaines ou les premiers mois d'évolution, il permettait chez beaucoup de patients une rémission complète durable en arrêtant tous les traitements. Néanmoins, on n'a pas eu de groupe contrôle dans ces études, on n'a pas prouvé qu'il faisait mieux que les corticoïdes sans anti-L1. On a une forte présomption, mais ça n'a pas été prouvé. À une phase plus tardive, quand il y a une polyarthrite qui s'est installée, les anti-L1 semblent parfois manquer de puissance. Inversement, les anti-L6, qui sont des traitements très efficaces, n'ont pas été beaucoup utilisés à la phase précoce de la maladie, mais plus à la phase plus tardive, après quelques années d'évolution, et ils semblent très efficaces sur les formes fébriles et articulaires de la maladie également. Cependant, il y a un groupe de patients de plus en plus grand qui nous pose des problèmes de mise en jeu du pronostic vital. On connaissait classiquement quelques arthrites des cartilages ORL asphyxiantes, on connaissait le risque d'activation macrophagique, on connaissait le risque infectieux sous traitement, on connaissait le risque d'amylose secondaire qui est devenu plus rare aujourd'hui. On a de plus en plus d'atteintes pulmonaires associées à des SAM, des syndromes d'activation macrophagique, et ça, c'est un point plus récent et préoccupant. Certains articles l'ont montré, dont ces 2 articles que vous voyez en bas de cette diapositive, qui étaient des articles un peu pionniers pour vraiment mettre en exergue ce risque. Ce sont des patients qui commencent la maladie jeunes, souvent avant l'âge de 2 ans, qui ont parfois un SAM récurrent, un syndrome d'activation macrophagique récurrent comme caractéristique principale, peu d'arthrite en général, mais en revanche, une IL-18 très élevée et souvent un HLA-DR B1.15. Ce HLA-DR.15 n'est pas absolument déterminant parce que les patients sans ce tableau peuvent aussi l'avoir. En gros, il est présent chez 1/4 des patients avec style de l'enfant et 80% de ceux qui font une atteinte pulmonaire. Et ces patients vont répondre de façon paradoxale aux anti-L1, aux anti-L6 avec des mauvaises réponses et même parfois des réactions d'intolérance, une hyperosnophilie, voire un pseudo-DRESS qui montre que ces traitements ne sont pas la solution. Donc on est très ennuyé avec cette proportion de patients qui va croissante, qui représente probablement 2% de nos patients actuellement. Alors quelles sont les pistes pour les prendre en charge? Avant ce que je vous affiche là, une première piste, c'est de se dire qu'on devrait peut-être réutiliser plus précocement les corticoïdes dans ces maladies, parce que peut-être que le manque d'utilisation de corticoïdes ces dernières années expliquerait une dysfonction du macrophage qui pourrait peut-être favoriser les atteintes pulmonaires sévères. En effet, des lavages alvéolaires montraient des macrophages peu fonctionnels et ils font des protéinoses alvéolaires ces patients, pour certains. D'un autre côté,
Là, cet excès d'IL-18, antagoniser l'anti-IL-18, ça paraît très logique. Il y a des anti-IL-18 sur le marché. Il y a un biclonal anti-IL-18 qui semble intéressant, mais on n'a pas prouvé que cela marchait, à part quelques case reports où il y a eu des effets intéressants, mais de façon à court terme. Les JAK inhibiteurs semblent très intéressants en général parce que ce sont des traitements qui marchent à la fois sur l'activité systémique de la maladie et sur le syndrome d'activation macrophagique. Je n'ai pas cité ici les anti-interféron gamma, car il y a un anti-interféron gamma à l'étude, mais dans les SAM, et qui ne marche pas sur l'activité systémique de la maladie. Enfin, chez quelques patients, on a été jusqu'à la greffe de moelle osseuse, avec conditionnement lourd, qui semble marcher, mais avec peu de recul et peu de patients traités. Pour finir, je voudrais mettre un algorithme pour vous montrer un peu dans les artères juvéniles en général, dans le cadre du PNDS que nous réécrivons en 2023, à quel point nous avons une palette de prise en charge qui s'est élargie avec beaucoup de biothérapie. Et tout à droite est la forme systémique dans laquelle on peut avoir recours aux anti-L1, aux anti-L6 ou aux JAK inhibiteurs, parfois à d'autres traitements, en fonction de la présentation clinique, en fonction de la gravité, en fonction de l'existence ou non d'un SAM. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Pierre pour cette présentation, cette mise au point rapide, extrêmement intéressante, qui soulève quelques questions. La première concerne cette fameuse fenêtre d'opportunité. Donc cela sous-entend qu'il faut agir vite et fort dès lors que le diagnostic est posé, dès lors qu'on a éliminé tous les diagnostics différentiels, et ils sont nombreux, parfois dans les formes systémiques de l'AGI. Cela sous-entend qu'il faut nécessairement combiner corticoïdes et anti-IL1. Est-ce qu'il y aurait des indications à une trithérapie, corticoïdes, anti-IL1 et JAK inhibiteurs? Quels sont les conseils de traitement dans cette fenêtre d'opportunité? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on traite parfois même sans avoir épuisé le diagnostic différentiel. Parce qu'au fond, si c'est un Kawasaki ou un PIMS, ce n'est pas très grave d'introduire un anti-IL1 ou un corticoïde. Donc, parfois, quand on a un tableau de certaine gravité, on va introduire, dans une présomption diagnostique sans être certain, on va introduire quand même un traitement très actif, très précocement, avec l'idée que c'est utile pour le long terme de l'enfant. Alors, la plupart des patients peuvent être traités par corticothérapie ou anti-IL1 seul. On n'a pas forcément besoin d'une combinaison. Mais des quelques patients à début précoce, avec SAM, des signes de SAM, une IL-18 élevée qu'on peut l'avoir, cela, il faut faire très attention, et cela, il faut peut-être éviter les anti-L1, réfléchir d'emblée à des traitements plus novateurs comme les JAK inhibiteurs, les anti-L18 ou les corticoïdes avec des immunosuppresseurs classiques. Donc il faut vraiment bien discriminer au départ à quelle catégorie appartient le patient. Si c'est un patient classique sans SAM, on peut le traiter, je pense, dans une forme très fébrile par anti-L1 ou corticoïde ou les deux. Quand c'est une forme plus compliquée avec un peu de syndrome d'activation macrophagique, il faut vraiment un avis d'expert et réfléchir à la place des anti-JAK ou des anti-L18. C'est ce qu'on a comme position aujourd'hui, mais c'est peut-être quelque chose qui va bouger dans les années qui viennent. Question concernant la HLA DRB1.15. Est-ce qu'il faut rechercher cette HLA DRB1.15 chez tous les patients à AGI systémique? Si c'est présent, est-ce qu'il faut nécessairement éviter les anti-L1 et L6? Alors, c'est une question très brûlante qui a été discutée en réunion d'experts de la presse et de l'art récemment. À la première question, je répondrai non si ce ne sont pas des patients avec des facteurs de risque particuliers, parce qu'en fait, c'est de la recherche, et comme je le disais tout à l'heure, quand on a HLA-B1.15, on a une chance de faire un style, puisqu'il y a une concentration de ce HLA chez les styles en général, puisque 25% des styles ont ce HLA. On a une chance plus grande de faire une complication pulmonaire, mais pas forcément. 80% des formes avec complications pulmonaires ont ce HLA, mais pas tous. Donc c'est plus de la recherche, plus de la présomption diagnostique. C'est un peu comme la HLA-B27 dans une spondylarthrite. Ce n'est pas strictement indispensable. Après, la grande question, c'est est-ce qu'on doit absolument éviter les biothérapies quand on a ce HLA-DRB1.15? Je ne pense pas, et la plupart des collègues ne le pensent pas. On se mouille un peu de nos expériences. Il ne faut pas les éviter, ce qui est important parce que nos collègues américains ont des procès devant eux, parce que les gens les accusent d'utiliser des biothérapies dangereuses pour leurs enfants qui ont le HLA-1.15. Or, on sait que la plupart des patients vont répondre à ces biothérapies. Une petite fraction va mal répondre, et auront besoin d'autres approches plus novatrices, corticoïdes, greffe de moelle, immunosuppresseurs classiques, que sais-je. Mais comme on ne l'a pas bien défini, on considère que ça rend un tel service ces biothérapies qu'on a le droit encore de les utiliser dans cette HLA-D1.15 aujourd'hui, au moment où je vous parle. Maintenant, c'est un enfant qui a en plus un IL-18 élevé, en plus des SAM récurrents, en plus un très jeune âge de début, on va peut-être réfléchir à un anti-IL6, peut-être plutôt avoir une discussion d'experts pour un JAK inhibiteur ou une autre approche, IL-18 ou autre. Et quel type d'atteinte pulmonaire ils font ces patients? Est-ce qu'il faut faire un scanner thoracique systématique à tout AGI systémique? Alors pas à tout AGI systémique, mais lorsqu'on a une AGI de début précoce avec SAM, oui, il faut un scanner thoracique. Quand l'enfant le permet une DLCO, c'est important, et répéter ce scanner à distance, sachant que les signes d'alerte cliniques peuvent être un peu retardés avec un hyporatisme digital, une dyspnée qui peut être retardée. Donc oui, lorsqu'on a une forme du petit enfant avec SAM, surtout si le SAM est récurrent, on va doser l'IL-18, et si elle est élevée, on va faire un scanner thoracique assez précocement. Et les atteintes peuvent être un syndrome interstitiel, une HTAP, une protéinose alvéolaire ou les trois combinés. Donc avec des actions thérapeutiques différentes en fonction du type d'atteinte pulmonaire.
En fait, lorsque l'atteinte pulmonaire est là, c'est déjà un peu tard, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'évolution, quoi qu'on fasse, inéluctable, à moins de faire un traitement très lourd comme une greffe de moelle osseuse. Il est très rare qu'on stabilise l'atteinte pulmonaire avec nos traitements. Il y a quelques case reports où l'anti-IL-18 ou le JAK inhibiteur ont pu stabiliser une atteinte pulmonaire, voire l'améliorer un peu, mais pas toujours. Et beaucoup de patients ont été conduits à la greffe comme seule thérapeutique de sauvetage possible, qui effectivement a permis des améliorations après greffe. Donc on aimerait agir en amont d'une atteinte pulmonaire trop évoluée. Eh bien, merci beaucoup pour ce flash info. Et dernière question, la mise à jour du PNDS 2023, c'est pour quand la sortie? C'est imminent, on va le soumettre au relecteur, donc on espère que ce soit vraiment pour ce printemps ou le début d'été ou plus tard. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt, Pierre. Au revoir Eric.